Coca-Cola est largement connu comme étant l'un des symboles de l'Amérique. Il a été créé par le docteur John Pemberton, un médecin célèbre dans les années 1800. Quand la guerre civile a éclaté aux États-Unis, il a posé sa blouse pour rejoindre l'armée. Après avoir reçu un coup d'épée, il a reçu une drogue potentiellement mortelle à l'époque parce qu'on savait mal l'administrer pour qu'il ne souffre pas, de la morphine. Mais il a miraculeusement survécu et a profité de son expérience de mort imminente pour construire un empire de 74 milliards de dollars. Voici l'histoire folle de Coca-Cola. Elle commence en 1831. John est né dans la petite ville de Knoxville et a grandi à Rome, dans l'état de Géorgie. À 19 ans, il reçoit une licence pour pratiquer la médecine thomsonienne. C'est un système qui utilisait la botanique et les herbes pour débarrasser le corps des toxines nocives. Cette médecine n'était pas très respectée et beaucoup se méfiaient de ses pratiques. Mais ça n'a pas arrêté John, qui a ouvert une entreprise spécialisée qui vendait les substances pour fabriquer des médicaments. Quelques années plus tard, cependant, il suit une formation conventionnelle et obtient un diplôme d'études supérieures en pharmacie. Mais peu de temps après, il doit partir à la guerre. La guerre civile avait éclaté et John Pemberton était déjà gradé lieutenant. 3 ans après le début de la guerre, il reçoit un coup d'épée pendant un combat. Ses médecins ne pensaient pas qu'il allait survivre et lui donnent de la morphine pour le soulager de sa douleur dans ses dernières heures. Miraculeusement, il survit et se remet sur pied, 26 ans avant que Coca-Cola ne soit vendu dans tous les États d'Amérique. À la fin de la guerre civile, John veut une meilleure vie et déménage toute sa famille à Atlanta. Il y obtient un emploi de cadre dans une entreprise pharmaceutique. À l'époque, les médias qualifiaient cette entreprise comme le laboratoire le plus impressionnant des États-Unis et John devient rapidement un physicien célèbre à Atlanta. Mais en secret, John souffrait. Après être passé à 2 doigts de la mort, il était devenu accro à la morphine et il ne savait pas comment s'en débarrasser. À cette époque, il entend parler d'une boisson appelée vin Mariani au Pérou. Elle contenait de la coca moulue et du vin rouge et prétendait tout guérir. C'est cette boisson qui a donné à John l'idée de créer sa propre boisson pour guérir de sa dépendance à la morphine. Il décide donc d'utiliser des feuilles de coca, du vin rouge et des noix de cola. En les mélangeant, il crée ce qu'il appelle Pemberton French Wine Coca. Les feuilles de coca étaient moulues pour agir comme stimulant et supprimer la faim, la soif, la fatigue et la douleur. Même si une feuille comprend 0,35% de cocaïne, il était facile à cette époque de s'en procurer pour fabriquer un médicament. Certains médecins et pharmaciens l'encourageaient même comme remède pour les addictions à l'opium et à la morphine. Quant aux noix de cola, elles étaient riches en caféine et aidaient à la digestion. John pensait que son French Wine Coca allait non seulement guérir les addictions, mais aussi la dépression, l'anxiété et les maux de tête. Pour aider d'autres anciens combattants accros à la morphine, il crée un réseau de distribution à Atlanta pour vendre son remède. Il le fabriquait dans son laboratoire, puis l'expédiait à des magasins qui pouvaient le vendre comme il le voulait. Le remède est un succès à Atlanta et de nombreuses personnes l'utilisent. Mais la faible quantité de personnes addictes à la morphine ne suffit pas à faire décoller l'entreprise. John est donc confronté à un défi et doit réfléchir à un produit qu'il pourra vendre à plus de personnes. En plus, quand la boisson de John devient disponible à la vente en 1885, Atlanta annonce qu'il se joigne aux autres États américains pour interdire l'alcool. Craignant que cela signe à la fin de son remède, John décide d'adapter la formule. Mais en enlevant le vin, la boisson devient extrêmement amère. Il décide donc de le remplacer par de la caféine synthétique, du sucre, de l'acide citrique et des extraits d'orange et de coriandre. Il décide aussi de changer le nom pour Coca-Cola et décide d'écrire Coca avec un C, contrairement à la noix de cola qui s'écrit avec un K, pour que ce soit plus accrocheur. La boisson sort 1 an plus tard et c'est un désastre total. La première année, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de $50 quand la production des bouteilles a coûté $70. John voit ça comme un échec, mais son comptable le rassure. Les pertes étaient prévisibles parce que l'entreprise est nouvelle. L'optimisme de son comptable le pousse même à faire de la publicité en utilisant des drapeaux, des panneaux sur les bus et les trams et sur les badges des restaurants. John était hésitant, mais son comptable, Frank, le convainc que c'est un risque qu'il faut prendre. Heureusement pour eux, ça a fonctionné. Coca-Cola est devenu un must à Atlanta et John et Frank prouvent qu'ils ont bien fait de relever ce défi plutôt que d'abandonner. Malheureusement, la santé de John s'affaiblit quand les ventes de Coca-Cola décollent. On lui diagnostique un cancer à l'estomac et il rechute dans la morphine pour soulager ses douleurs. Inquiet pour sa famille et conscient que son addiction risquait de le ruiner, il prend la décision de vendre une partie de son entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas confiance en Coca-Cola. Il pensait que sa boisson pouvait devenir une boisson incontournable aux États-Unis et avait légué un tiers de ses actions de sa société à son fils Charles. À cette époque, Charles Pemberton était responsable de la fabrication, mais il est ensuite lui aussi devenu accro à la morphine. Frank, le comptable, avait peur que Coca-Cola n'arrive jamais à devenir un succès national. Alors il prend la décision de trouver un investisseur. Grâce à son carnet d'adresses, il rencontre un riche entrepreneur appelé Asa Candler. Quand Frank l'approche, il lui répond qu'il ne pense pas que Coca-Cola puisse avoir du succès.
Mais Frank insiste, et quand ils sortent du rendez-vous dans la rue, une charrette de bouteilles de bière consignées passe devant eux, et Frank lui dit qu'un jour, c'est les bouteilles de Coca qui seront transportées comme cela. Asa Candler change d'avis et achète les droits pour utiliser la marque Coca-Cola et la recette secrète. Et tout comme Frank l'avait prédit, il a rapidement fait grandir l'entreprise. Il ne l'a pas seulement développée en augmentant le nombre de points de vente, mais il a aussi utilisé des techniques marketing nouvelles à l'époque. Les commerçants distribuaient à leurs clients un ticket qui pouvait être échangé contre un verre de Coca-Cola dans certains restaurants qui disposaient d'une fontaine à Coca. À l'époque, le Coca était uniquement disponible dans les restaurants qui disposaient de cette fontaine. C'était la première fois dans l'histoire qu'une entreprise offrait un coupon et des échantillons gratuits. La vision de Frank était la clé pour motiver les employés et plus tard, l'homme qui l'aide à créer sa marque. Malheureusement, John Pemberton n'a jamais vu Coca-Cola présent dans tous les États. 2 ans après qu'Asa ait commencé à développer l'entreprise, John succombe à sa dépendance à la morphine et meurt ruiné. Avec son fils Charles, aussi accro à la morphine, Asa rachète ses parts et fonde la Coca-Cola Company. Il dirige les opérations et la marque et vend du Coca dans tous les États américains, puis au Canada. Ensuite, il échoue en Europe. En Allemagne, toutes les boissons autres que la bière, le vin et l'eau étaient considérées pour les enfants, et en France, acheter un produit américain de qualité moyenne était considéré comme insultant. En 1899, 2 avocats, Joseph Whitehead et Benjamin Thomas, contactent Asa Candler et leur expliquent un nouveau plan pour proposer le Coca en bouteille. L'idée des avocats, c'était que les clients pourraient apporter les boissons chez eux et pas seulement la consommer dans les bars qui avaient des fontaines. Asa trouve cependant que cette idée est ridicule et pense que l'avenir de Coca repose sur les fontaines. La mise en bouteille était une opération très coûteuse dans laquelle il ne voulait pas se lancer. Cependant, il dit aux 2 avocats qu'ils peuvent remplir toutes les bouteilles de Coca qu'ils veulent s'ils lui versent $1. Il n'avait rien à perdre. S'il réussissait à vendre des bouteilles, il vendrait plus de boissons, et s'il échoue, il ne perdrait rien. Par la suite, les 2 avocats trouvent d'autres investisseurs pour financer la mise en bouteille du Coca. C'est devenu l'une des premières franchises aux États-Unis. À la surprise d'Asa Candler, les bouteilles de Coca sont un succès, et les autres vendeurs de soda commencent aussi à mettre leurs boissons en bouteille. Pour se démarquer des concurrents, Coca décide de créer une bouteille spéciale avec une forme et un logo gravé pour que les clients sachent qu'ils achètent le vrai produit. Dès l'année suivante, les ventes de Coca en bouteille dépassent celles réalisées par les fontaines à soda. C'est l'idée des 2 avocats qui a inspiré la forme de la bouteille et son succès international. En 1916, un an après que Coca-Cola soit sorti en bouteille, Asa Candler démissionne de l'entreprise. Il a été élu maire d'Atlanta et avait donné l'entreprise à ses enfants. 3 ans plus tard, il vend l'entreprise pour 25 millions à un groupe d'investisseurs. À l'époque, c'était l'un des plus grands deals de l'histoire des États-Unis. Parmi ces investisseurs, l'un d'eux était un banquier d'affaires nommé Ernest Woodruff. C'est lui qui fait rentrer Coca-Cola en bourse l'année suivante, mais il a aussi amélioré le processus de production pour garantir que la qualité et le goût soient toujours le même. Peu de temps après, il part à la retraite et convainc son fils Robert de devenir président de l'entreprise. Robert Woodruff était un génie du marketing. Sous sa direction, Coca-Cola a éliminé la petite portion de feuilles de coca présent dans la recette. C'est ensuite lui qui a lancé la capsule en métal rouge en 1929 et il a commencé à vendre les bouteilles en pack de 6 en 1923 et les fontaines automatiques comme on trouve aujourd'hui dans les KFC par exemple. Il a aussi réussi à développer les projets inachevés d'Asa Candler en conquérant l'Europe. Il a dépensé des fortunes en publicité, échantillons et coupons pour promouvoir le Coca comme une boisson fun et rafraîchissante. Il avait même sorti quelques bouteilles avec des bouchons dorés en France pour ressembler aux bouteilles de champagne. C'est aussi lui qui met en place les partenariats avec de nombreux sportifs et célébrités pour promouvoir sa boisson. Pendant les Jeux Olympiques d'Amsterdam, en 1928, la société avait distribué 40 000 bouteilles et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, la société dit que tous les soldats américains pourront trouver du Coca-Cola, peu importe là où la guerre les conduirait. C'est aussi à ce moment qu'il crée l'image moderne du Père Noël, un homme rond et joyeux dans un costume rouge. Avant, il était présenté comme un homme mince, peu souriant dans un costume vert ou marron. Aujourd'hui, Coca est encore associé à la culture américaine et c'est la 2e marque la plus connue au monde, derrière Nike. Chaque jour, près de 2 milliards de verres de Coca sont bu dans plus de 200 pays. Voici l'histoire d'un ancien combattant toxicomane qui a réussi à créer l'une des entreprises les plus connues aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par les procédures mises en place par l'entreprise au fil des ans pour regarder les différentes recettes secrètes, écrivez-nous oui en commentaire et on sortira la vidéo prochainement. Pensez aussi à vous abonner, on compte sur vous. À bientôt!